Cette vidéo est sponsorisée par Station E. On ne peut pas voyager avec un véhicule électrique à petite autonomie. Voilà une phrase que l'on entend souvent. Mais est-elle vraie pour autant ? Par le passé, le réseau de recharge était parsemé de bornes à la fiabilité aléatoire, bien trop souvent squattées ou bloquées par des automobilistes indélicats. Avec l'avènement de la norme Combo CCS et un déploiement de réseaux nouveaux, est-il devenu pratique de voyager, même avec une petite autonomie ? La question se pose et il faudrait faire un test pour voir si ces déploiements peuvent rendre les déplacements possibles pour tous. Eh bien, c'est ce que je vais faire pour ce road trip qui me mène à Paris pour un événement bien sympathique. Comment va se passer le voyage ? Vais-je seulement y arriver ? Mais le plus important de tout, est-ce que ce sera agréable ? Réponse en fin de vidéo. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Comme vous le savez, j'écume pas mal les routes avec ma Tesla Model S depuis quelques années maintenant. L'an dernier, si j'ai acheté ma moto électrique elle aussi, c'était aussi pour vous présenter une autre manière de voyager sans profiter de l'écosystème Tesla. J'ai ainsi pu voyager en solo pour ramener mon Energica de Paris, mais c'était long. J'ai pu aller en Italie à Modène pour l'Energica Week l'an dernier avec mes comparses Jérémy Noireau et Loïc Monchalin, mais j'ai bien failli ne pas y arriver, faute de bornes compatibles avec les cartes dont je disposais. Je n'avais encore jamais programmé de bout en bout un road trip sur plusieurs jours, et il était temps de s'y mettre. Je me suis dit que vous présenter un road trip qui se passe bien, du moins je l'espère, cela ferait le contrepoint des articles de la presse putacliste qui préfère montrer les galères. C'est l'association Motard Électrique qui m'a donné le prétexte de ce road trip avec une rencontre organisée à Paris le 19 mars et avec Station E qui a accepté de sponsoriser mon voyage. Cela tombe bien puisque je vais emprunter leur service pour voyager et recharger. Par le passé, j'ai souvent pris la route avec ma Tesla sans plus de planification que cela. Avec l'Energica, c'est un peu comme les autos électriques à petite autonomie. Il vaut mieux tout prévoir à l'avance. Ayant prévu d'utiliser ma carte Station E de bout en bout, je suis donc allé sur leur site internet afin de prévoir mes étapes. La première étape passe par le col de Saverne et il n'y a pas de descente après pour récupérer de l'énergie. Je prévois donc une étape relativement courte, mais surtout sécurisée de 89 km qui devrait me permettre d'arriver avec un peu moins de 50% de batterie à peu près. 2 stations E sont présentes à Lunéville. Et en plus, j'ai des plans B sur place en cas d'occupation des points de charge. Donc finalement, c'est idéal. Le second tronçon fait 127 km, majoritairement sur le plat. En conduisant sagement, je devrais arriver avec 30 à 40% de batterie à Saint-Dizier. Je garde cette marge si aucune des bornes de la ville n'est disponible. Cela me permettrait en fait de rejoindre mon étape suivante à Vitry-le-François à seulement 29 km de là. En fait, je prévois ici un itinéraire ceinture et bretelles. Si je constate que ma consommation est plus faible que prévu, j'irai directement au Lidl de Vitry-le-François. Si ma consommation est forte, je ferai les 2 arrêts, car pour le dernier tronçon de la journée, eh bien, ce sera un peu un trajet sans filet. En effet, de Vitry-le-François à Blandy dans le 77, il n'y a pas de borne CCS. Il y a certes des bornes T2, mais je n'emporte pas mon câble T2-T2, juste le chargeur domestique. Pourquoi ? Parce que mon Energica ne charge pas de toute façon au-delà de 3 kW en courant alternatif. En tout cas, pour l'arrêt du Lidl, j'ai prévu de charger à fond, ce qui prendra du temps. Et donc, me permettra de passer un petit coup de fil à un ami très intéressant, vous verrez. Je passerai la nuit à Blandy où mon ami Mathieu m'héberge, comme souvent lors de mes passages dans la région. Je pourrai donc charger la nuit afin de pouvoir aller au rassemblement le lendemain. Je ferai donc 66 km pour rejoindre la place de Fontenoy à Paris où se tient le rassemblement. Avec une charge à 100%, cela me permet de faire en plus la petite balade avec les copains motards et de rejoindre mon point de charge pour le retour. D'ailleurs, pour le retour, je vais devoir aviser un peu, car je ne sais pas précisément quel niveau de charge j'aurai lors de mon départ de Paris. Je prévois donc une recharge sur une station Bélib, au cas où, mais je ne suis pas sûr de l'utiliser. Donc, pour le trajet du retour, il me faut une borne de recharge rapide à la sortie de Paris. C'est l'idéal. J'ai plusieurs options de charge, mais je me fixe sur la station Lidl de Coulommiers. Mais j'ai pas mal d'options si je dois recharger avant. Je pourrais ainsi rejoindre Vitry-le-François et son Lidl en toute tranquillité.
De là, je rejoindrai la station E de Pagny-sur-Meuse à 92 km, puis celle de Lunéville à 68 km de là. Le reste du retour se fera tranquillement pour rentrer à la maison. Mais ça, c'est la théorie, et il est temps de passer à la pratique. Petite précision avant le départ. J'avais prévu de tourner des plans avec ma caméra de casque, mais malheureusement, le support a cassé dès le départ. Voilà ce que c'est que de bricoler des trucs avec l'imprimante 3D. Je n'aurai donc pas de vidéo en roulant pour le trajet, désolé. On passe maintenant à la pratique. Et la pratique, ça commence déjà maintenant, puisque j'ai contrôlé sur l'application Station E. Il semblerait qu'il y ait des bornes qui ne sont pas indiquées comme étant valides, mais c'est incertain. Donc je pense qu'il n'y a pas de connexion internet entre la borne et Station E là en ce moment. Donc par contre il y a plusieurs stations E à Lunéville, donc je vais m'arrêter à Lunéville. Le temps de manger et d'ici 1 heure je serai sur le départ. Donc la moto est prête, tout est prêt. Je vais encore contrôler l'autonomie dont je dispose, mais je pourrais peut-être même tirer jusqu'à Nancy. Par contre voilà, comme j'ai un col, on va essayer de pas trop jouer avec ça. Donc on se retrouve sur la route. Le premier tronçon s'est bien passé, voire même très bien, voyez plutôt. Alors, on est à 125 km du départ, on est à la station E de Laxou. Et je suis super content. La borne fonctionne, on dirait. Alors, je vous montre. Communication in progress. Ça fait un clic-clic. Je vais voir sur la moto, mais je pense que ça part. Yes. Ça a démarré. Il me faut 33 minutes pour arriver à 80%. Ce qui, je pense, me sera suffisant. Quand je suis arrivé à hauteur de Lunéville, je me suis rendu compte que j'avais encore 80 km d'autonomie. Et j'ai dit non, j'y vais quoi. Je continue. Donc j'ai continué ma route jusqu'à Nancy-Laxou. Ce qui va me permettre maintenant de mettre directement Vitry-le-François en destination. Parce que je suis encore à peu près 120 km de 115-120 de Vitry-le-François. Donc je vais pouvoir le faire d'une traite. Ce qui va me ramener à 2 charges seulement le trajet. Pas mal. Bon, j'étais peut-être un petit peu optimiste car la météo a fait des siennes. Et en plus, je me suis retrouvé avec une borne occupée. Bien. Alors, non, je ne suis pas à Vitry-le-François. Je me suis arrêté à Saint-Dizier. Et vous voyez, je suis devant chez Ford Hyundai. Parce que j'avais un fort vent de face, ce qui m'a réduit mon autonomie et donc non, j'ai pas réussi à faire le truc. Donc il me manquait pas grand chose, peut-être 10 km d'autonomie, mais j'ai préféré assurer et puis m'arrêter ici chez Hyundai à Saint-Dizier parce que la station E est occupée. Et oui, ça arrive. Mais bon, là, au moins, j'ai une borne 50 kg. 2 stratégies possibles. Première stratégie, c'est de dire je charge jusqu'à 90% ou 100% et je ferai le complément à Saint-Dizier. J'ai pas envie de le faire parce que j'ai l'impression que le garage, de toute façon, là, il est fermé. Et d'ici à ce qu'il ferme la grille, je suis dans la merde. Deuxième chose, pourquoi je veux pas le faire? Parce que je veux pas que ma batterie chauffe de trop. Quand j'arriverai à Vitry-le-François, j'aimerais que la batterie soit relativement froide. Donc je vais pas charger trop longtemps, je vais me prendre 20-30 km d'autonomie et puis je vais repartir. Comme quoi, rester attentif et avoir préparé son voyage avant permet d'envisager des solutions à la volée pour anticiper les galères. Comme à Vitry-le-François, les bornes CCS sont rares, j'ai préféré assurer. Voyons maintenant le dernier arrêt de ce premier jour. Je suis à Vitry-le-François et la moto charge. Je suis arrivé avec 30% puisque j'avais chargé à Saint-Dizier. D'ailleurs, franchement, la coupe casque, vous voyez, c'est top. Non, franchement, c'était sympa parce que j'ai pu discuter avec une personne du garage Hyundai et voir un petit peu la Ioniq 6 que j'avais vu entreaperçu quoi. Et ouais, là dans le combo couleur, elle était plutôt pas mal. Là maintenant, j'ai une grosse charge parce que j'ai 148 km pour arriver à ma destination pour ce soir. Et donc je vais la laisser charger quasiment jusqu'à 100%. Petite Mustang. Et les trucs qui font un petit bruit sympa.
Voilà, la moto est en charge. On a un petit peu de temps devant nous, comme promis, pour appeler un expert de la recharge. C'est quelqu'un qui a été un utilisateur intensif de la recharge à tous les niveaux et qui nous en a appris énormément grâce à sa chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, il est passé de l'autre côté de la barrière puisqu'il travaille chez Station E. C'est pas un inconnu pour certains d'entre vous puisqu'il est déjà apparu sur la chaîne. On avait fait plusieurs vidéos, entre autres l'épisode qui a la plus grosse. Donc j'ai nommé Nuage Magique. Salut Christophe, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions, c'est vraiment top. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour Didier et merci pour l'invitation. Je suis Christophe, électrifié depuis maintenant 5 ans et passé par plusieurs crèmeries, à savoir la Nissan Leaf, la Renault Zoé, la Tesla Model 3 et la Peugeot i208. J'ai partagé mon expérience en électrique à travers des vidéos sur ma chaîne YouTube Nuage Magique. Comme de nombreux utilisateurs de la première heure, j'ai eu mon lot de mauvaises surprises, mauvaises expériences sur les réseaux de charge. Donc en fin 2021, j'ai fait le choix de rejoindre Station E, car j'ai vu que cet opérateur de recharge avait un modèle différent de tout ce qui se faisait sur le marché. Et j'ai perçu qu'il serait bénéfique pour les électromobilistes. Au moins c'est clair pour tout le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant ce que c'est que Station E ? Eh bien écoute, nous sommes un réseau leader de stations de charge multiservices et connectées. Et ce que nous voulons, c'est de vous faire aimer la mobilité électrique. Et pour ça, l'accessibilité est très importante, tant sur les prix que sur l'usage, qui doit être le plus simple et le plus fiable possible. Et tout ça, chez Station E, c'est rendu possible par notre modèle multiservice qui nous permet de pratiquer des prix bas de manière pérenne. Nos prix, vous pouvez les consulter en allant typiquement sur notre application qui vous donnera les infos de prix sur notre réseau, mais aussi sur tous les réseaux accessibles en itinérance avec la carte Station E. Ah oui, l'application. D'ailleurs, je m'en suis beaucoup servi depuis que je suis parti et je dois avouer que zéro problème à part des problèmes indépendants de la volonté de Station E. Par contre, mon petit doigt m'a dit qu'elle allait évoluer prochainement. Tu peux nous en dire plus ou t'as pas le droit ? Effectivement, notre appli gagne en fonctionnalité. La nouvelle version arrivera dans les toutes prochaines semaines. Vous pouvez dès maintenant télécharger la version actuelle et comme ça, vous serez notifié de la dispo de la mise à jour dès qu'elle sera mise en ligne. Mais je peux déjà te dire que nos clients pourront se connecter avec leurs identifiants au sein de l'application pour trouver toutes leurs informations personnalisées au sein de l'appli. Il y aura aussi, par exemple, la possibilité de lancer des sessions de charge sur le réseau Station E directement depuis l'application. Il y aura plein d'autres choses à découvrir. Rendez-vous sur la mise à jour dans les toutes prochaines semaines. C'est vraiment top parce que c'est vraiment des bonnes nouvelles pour les utilisateurs de Station E. Sinon, tu peux bien nous dire un petit peu des choses pour l'avenir. Qu'est-ce que nous prépare Station E pour un avenir proche ? Allez, tu peux me le dire, ça restera entre nous. Eh bien Didier, sache que nous déployons pas mal d'efforts dans la technique, dans la R&D. On aura de super surprises, de beaux projets à vous présenter un peu plus tard dans l'année. C'est un peu tôt pour en parler. Ce que je peux te dire là tout de suite, c'est que notre réseau poursuit son déploiement à un rythme soutenu. Nous avons déjà des stations dans le nord, en Bretagne, dans l'est, en région parisienne, région centre, dans le sud-ouest. Et dans les toutes prochaines semaines, nous mettrons en service notre première borne dans le quart sud-est de la France. Ce sera à Plan d'Orgon, dans les Bouches-du-Rhône. Pour connaître l'emplacement de nos stations, encore une fois, ce qu'il faut faire, c'est passer par notre application. Les stations marquées par le E de Station E sont notre propre station et toutes les autres stations qui apparaissent sur l'application sont celles qui sont accessibles avec notre carte de recharge Station E. Finalement, d'après ce que tu dis, vous ne vous placez pas en acteur de la recharge ultra rapide, mais dans des recharges plus lentes, plus adaptées en fait à des utilisateurs du quotidien finalement. Les implantations sont plutôt sur les lieux de vie plutôt que sur les autoroutes. Qu'est-ce qui explique le fait que vous n'ayez pas décidé de mettre des bornes ultra rapides ? Eh bien Didier, nous nous positionnons sur la recharge du quotidien. Et cette recharge, selon nous, doit être pas chère, pratique et sans aucun risque pour les véhicules.
Et c'est pour ça que nous ne déployons pas aujourd'hui de bornes ultra rapides dans notre réseau. Parmi tes abonnés, par ailleurs, je pense que plus d'un ont pu être déçus par les prix de la recharge sur des bornes très haute puissance ou sur les performances dans certaines conditions climatiques, typiquement l'hiver. Et je pense que d'autres ont également eu l'occasion de faire des recharges pendant le déjeuner sur des bornes ultra rapides et ont été forcés de se lever avant même le plat de résistance pour débrancher leur véhicule et éviter les frais d'inoccupation qui sur certains réseaux peuvent être jusqu'à 1 euro la minute. Au final, qui est-ce qui peut demander à avoir une station E chez lui ? Eh bien Didier, nous déployons nos stations sur les parkings de communes, sur des parkings privés, typiquement parkings de commerce. Et notre idée, c'est que vous puissiez charger sans y penser pendant vos activités du quotidien. Le but, c'est que la charge soit pas une contrainte pour vous, ce soit à chaque fois une opportunité de charge facile et pas chère. Donc si vous êtes à la peine pour charger autour de votre domicile ou sur votre lieu de vacances et si vous reconnaissez des parkings qui correspondent à l'usage de charger sans y penser, n'hésitez pas à parler de nous aux propriétaires privés ou aux communes. Mais finalement, c'est top parce que ça permet aux personnes qui ne peuvent ni charger chez eux ni à leur travail de quand même avoir une voiture électrique et d'avoir un moyen de charger fiable. D'ailleurs, la fiabilité, si je ne m'abuse, c'est quand même quelque chose que vous avez particulièrement étudié. On entend souvent que les bornes de recharge, c'est pas très fiable. Et comment fait Station E pour gérer ce problème-là ? C'est vrai Didier, c'est un vrai challenge pour nous et ce, quelle que soit la marque des bornes que nous déployons. Et pour composer avec ça, ce que nous faisons, c'est que nous ne lésinons pas sur la maintenance. Et vous trouverez pas chez nous de bornes station E laissées à l'abandon, restant en panne pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et même sur les bornes qui sont peut-être un peu moins fréquentées, par exemple sur les zones touristiques qui sont plus actives l'été que l'hiver. Non, on apporte le même niveau de maintenance parce qu'on sait que c'est important pour que les gens aient confiance et qu'ils puissent, encore une fois, se charger sans y penser. Et pour pouvoir porter ça, on a aussi un service client accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui parle en français, qui est composé de gens qui savent ce que c'est que la mobilité électrique, qui savent ce que c'est que la recharge. Et derrière, on a des gens qui gèrent le service client également chez nous, qui ont un vrai sens du client, qui ont de la considération pour les clients et qui ne lâchent pas. Donc quand il y a des sujets techniques, ils vont jusqu'au bout et ils vous délivrent les bonnes réponses. C'est vraiment un engagement super fort que vous faites là. Donc je dois avouer que pour l'instant, Station E, moi j'ai jamais vu de borne en panne. Et très sincèrement, je pense qu'avec les tarifs plutôt contenus, c'est vraiment le combo idéal. Effectivement, Didier, l'accès au plus grand nombre aux véhicules électriques, ça se fera par des véhicules moins chers, par de la recharge accessible, bon marché, et ça se fera par des solutions sans prise de tête. Sinon, les gens ne viendront pas, c'est clair. Donc voilà, ça c'est notre vision et c'est ce qu'on veut vous délivrer. Du coup, je pense qu'on a fait le tour de la question. Merci Christophe d'avoir répondu à mes questions et puis à bientôt pour un prochain événement, on va savoir. Allez, merci Christophe, à plus, ciao. Encore merci Didier pour l'invitation et à très bientôt, j'en suis sûr. Salut. Ça charge, mais c'est bientôt fini. Allez, on y va. La fin du trajet s'est avérée un peu ardue, car la pluie a fait son apparition et la conduite de nuit n'a pas été tout repos. Entre le froid, l'éblouissement et la pluie, je suis arrivé à Blandy dans le 77 avec finalement 50 minutes de retard sur l'horaire que j'avais prévu. C'est pas si mal quand même, puisque j'ai fait le trajet en environ 7 heures. En arrivant, j'ai pu charger la moto toute la nuit, qui était en très bonne compagnie d'ailleurs. Merci Mathieu pour ton hospitalité, on a passé une excellente soirée, et le lendemain matin, j'étais frais et dispo. Enfin presque. Salut tout le monde, on est dimanche, il est 7h du mat, et j'ai dormi. Alors je vous ai pas fait de bilan, parce que hier soir je suis arrivé chez mon ami Mathieu, il était pratiquement 21h, et parce que j'ai un peu galéré, non pas pour des questions électriques et de moto, puisqu'elle a très bien fait le trajet. Je suis arrivé ici, j'avais encore 26 km,
Donc ça s'est très très bien passé. En revanche, j'ai pris la flotte. Et bien. Donc arrêt dans une station de lavage au milieu de nulle part. J'ai mis la combinaison de pluie, enfin ça a été une galère. C'était pas attendu le coup de la flotte, mais j'avais prévu le coup, heureusement. Aujourd'hui, donc, direction Paris. J'ai hâte de retrouver les copains avec qui j'avais déjà fait des balades. Et finalement, ce que je peux tirer comme bilan pour le trajet aller, c'est que j'ai pas eu de galère. Malgré une borne qui était occupée, ma foi, il y a suffisamment de bornes aux endroits où j'étais pour me permettre de charger quand même. Je tempère quand même le truc. C'est que si on avait été dimanche, donc le garage Hyundai fermé, j'aurais pas pu charger. Et ça, c'est un peu débile. Je trouve que c'est un peu idiot que les bornes soient bloquées parce que le garage est fermé. J'ai donc fait mon petit trajet de 66 km jusqu'à Paris et pour aller faire la petite rencontre et balade moto avec l'association Motard Électrique. Il avait droit, hein. Bravo. Ça va? C'était la route? Rassemblement moto électrique, motard électrique. Hein. Tout à fait, bonjour. Donc je vous présente Guillaume. Alors Bonjour Guillaume, dis-nous qui tu es. Alors moi je suis un ingénieur thermicien à la base, donc je travaille dans tout ce qui est économie d'énergie sur le bâtiment. Et avec Jérémy et Pierre, on a créé l'association des motards électriques. Donc pour fédérer un peu tout le monde, parce qu'on s'était rendu compte qu'il n'y avait rien. Pierre avait déjà créé le groupe Facebook Motard électrique en 2016. Puis bon voilà, on a voulu aller un peu plus loin. Puis aussi pouvoir peser éventuellement au niveau de l'administration. Tout ce qui était collectivité. Un petit peu pousser les gens à nous faire quelque chose pour nous quoi aussi, hein, pour nous les motards. Voilà. Et voilà, pouvoir avoir une voix qui porte en fait pour les motards électriques. Ok. Et donc aujourd'hui on a combien de personnes environ? De mémoire, une petite quarantaine. Ok. Alors les rassemblements, vous en faites souvent des comme ça? De temps en temps. Pour l'instant, la majorité des adhérents, des motos, oui, même des adhérents, oui, sont plutôt en région parisienne. Ouais. Donc pour l'instant, c'est surtout en région parisienne qu'on fait comme ça des petites réunions. Après, on va probablement essayer de faire quelque chose aussi côté de Lyon. Enfin voilà, on grossit petit à petit et on fait les balades au fur et à mesure à partir du moment où on a suffisamment de monde à un endroit. Il y avait du beau monde et on parle certes moto, mais aussi technique. Oula, alors on va aller chasser les secrets de Mathieu. Voilà, si pour Jérémy. Et de Jérémy, Jérémy est dans le coup. Bon. C'est lui qui a fait la carte. Moi, D'accord. j'ai fait que le firmware Bon. et l'appli. Jérémy, encore toi? Non mais décidément. Toujours désolé, pardon. Vous avez sûrement reconnu Jérémy, d'ailleurs, Monsieur Batterie de chez Revolt. Voilà. La carte, elle sert à quoi? Alors la carte à la base elle servait pour les motos zéro pour pouvoir piloter un chargeur externe sur la moto et on s'est rendu compte que comme il y avait dessus un processeur, le CAN, on pouvait l'utiliser aussi pour l'Energica pour suivre ce qui se passe sur le bus CAN. D'accord. Et on relève plein de données côté batterie, température, la tension des cellules, la puissance instantanée. Tous ces paramètres très utiles pour pouvoir planifier les charges. Alors la partie informatique, voilà, c'est Mathieu. Voilà, c'est moi. Firmware. Voilà, moi j'ai fait le firmware de la carte. Et comme Jérémy est très exigeant, il voulait qu'en plus ça communique avec d'autres choses. Donc du coup j'ai fait une appli Android qui va avec. Là t'as tout en fait, t'as la carte qu'a faite Jérémy lui-même, le firmware que j'ai fait moi-même à base de Arduino et l'appli Android que j'ai faite moi-même aussi et qui permet en fait de récupérer toutes les données du bus sur une appli web. Pour l'organisation de la balade, Eric Iglesias était des nôtres. Et lui, il a pas mal de cordes à son arc. Alors Eric, on te voit un petit peu sur les réseaux, Ouais. au niveau moto. Pourquoi? Explique-nous. Parce que je construis des motos thermiques et électriques.
pour du rallye et aussi des motos comme ça un peu routier. Donc voilà, c'est mon budget depuis 1986. D'accord. Donc je vais mettre également une petite photo. Vous verrez qu'il n'y a pas que des motos dans son garage. Voilà. Alors, on fait aussi des voitures, des buggy pour le Dakar. On fait des voitures pour du rallye historique, en RS et VHC. Donc on fait de l'Ancia et de la Renault 5 Turbo. Décidément, toutes les pointures de la moto électrique parisienne étaient là, puisque Pascal Le Griffon était aussi présent. Bonjour. Alors pour ceux qui ont déjà vu un petit peu la chaîne de Motard électrique, vous avez déjà peut-être vu son interview à Remove. Ouais, c'était à Remove il y a 2 ans. 2 ans. Ouais. Alors j'étais à l'époque avec la moto qu'a aujourd'hui Mathieu, qui était ma première Energica Rebelle. Toi, t'es un pur motard? Pur, je sais pas, depuis mais très très longtemps. Depuis 88. Voilà. Et là, t'es à ta combienième Energica? Je suis à ma 2e Energica, la 3e est en commande, elle se fait attendre. Voilà, j'ai une Xperia qui est en commande et qui devait arriver mars-avril et qui risque d'arriver mai-juin. Voilà. Aïe. Voilà. Mais bon, on sait qu'ils ont des difficultés aujourd'hui, effectivement, avec les fournisseurs. Et si j'ai bien compris, ils ont eu beaucoup plus de commandes que ce qu'ils avaient estimé recevoir. Absolument, ouais, Il y a- tout à fait. Il y a un succès sur l'Xperia apparemment qui est très très net. Et puis moi, ça m'étonne pas parce que c'était une moto qui est dimensionnée pour des gens qui roulent tous les jours. C'est-à-dire que c'est une moto avec de la protection et qui est confortable. Voilà. Et Il a décidé de nous narguer, celui-là. je crois que c'est clair. Ouais, l'Xperia, je pense qu'elle a un gros succès parce que les gens qui passent à l'électrique en moto aujourd'hui, c'est quand même beaucoup des gens qui sont des commuters, qui roulent tous les jours. Et c'est quand même plus facile de rouler sur une moto où il y a de la protection, où il y a du confort, où il y a des bonnes suspensions, que sur une super sportive. Après, t'as mal partout, t'as mal au bras, t'es en appui sur les poignets. Enfin voilà, faire de la ville et tous les jours avec une Ego, c'est juste pas possible, quoi. Moi, je l'ai essayé. On m'a passé une Ego RS il y a quelques temps. J'ai fait l'aller-retour Roissy-Beauvais avec. Bon, sur l'autoroute, etc., ça va bien, mais dès que t'es en circulation, c'est l'enfer. Par contre, t'avais déjà des zéros avant, et avant, t'étais encore en thermique. Alors moi, j'ai été en thermique de 88 à 2019. Et en 2019, j'ai acheté celle-là, là-bas, là. La Zéro SRF qui est là. Aujourd'hui, il y a la collection de mes anciennes motos. C'est ça, c'est le rendez-vous des anciennes motos de Pascal. Tu peux pas résister, Tu peux pas résister, il faut que tu bricoles, J'ai vu un bug. Oh, bah voilà. Puis nous sommes allés nous promener. Et la pluie a commencé à tomber. Mais finalement, nous motards, ça nous dérange pas trop. On a pu faire une belle petite balade et voir des endroits emblématiques à Paris. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé leurs images, puisque comme je vous l'ai dit, je ne pouvais pas en prendre moi-même. Donc je remercie Alex Hémin, Mathieu Labasse, Vincent Legrand, Pascal Le Griffon, Loïc Monchalin, Mathieu Petrovic, Jérémy Noireau et Eric Iglesias pour m'avoir envoyé toutes ces images. Au final, on a passé un super moment. Ça a fait vraiment plaisir de retrouver les copains et d'en découvrir de nouveaux. On a terminé la balade autour d'un bon repas qui nous a bien réchauffé pour la suite. J'ai repris la route avec 115 km d'autonomie affichée sur ma moto, mais je savais qu'avec la balade dans Paris, ma consommation était extrêmement basse. Donc, j'ai tablé sur une autonomie réelle d'environ 60 km pour trouver une borne. En consultant l'application Station E, j'ai trouvé un parc de bornes quasiment sur ma route, sur la RN4. Une station Allego est installée au carrefour de Ponto-Combo, faisant parfaitement l'affaire pour moi. Je m'y suis donc rendu et j'ai pu charger sur une borne 50 kW. Vitry-le-François était à 125 km de là, mais cela ne m'inquiétait pas plus que ça. J'avais du vent arrière et de grandes portions à 80 km/h. Donc c'était parfaitement jouable puisque ma consommation resterait probablement relativement basse. Et d'ailleurs, ça l'a fait. Je suis à Vitry-le-François et c'est mon deuxième arrêt. Alors j'ai pas fait de photo à l'arrêt précédent parce que j'ai rencontré des abonnés, on a discuté, puis j'ai zappé de faire les photos. Voilà. En tout cas, le trajet se passe plutôt bien sur le retour parce que j'ai moins de vent. Alors ok, il fait moche, il fait froid, mais j'ai moins de vent et surtout un vent qui est légèrement arrière. Je consomme un petit peu moins, donc j'avais une borne super rapide en sortant de Paris. En tout cas, bien.
bien de ce côté-là. L'Axou, c'est dans 125 km. Je vais pas tarder à partir. Je charge la moto à 80%, ouais, je pense. Je vais pas rouler trop vite de toute façon parce que clairement, avec les consos que j'ai en ce moment, si je roule à 110 tout le temps, je vais pas y arriver. Faudrait que j'attende de charger à 100%. Et là, j'ai pas envie. Donc, je vais me remettre en route d'ici 10 minutes. Là, je suis à 78%, je vais monter à 82, 83, comme j'ai fait à l'aller, je pense que ça devrait le faire. Voilà, on se tient au courant. Le trajet vers Axou s'est aussi bien passé, même si ça commençait à cailler sérieusement. Je suis donc arrivé à l'Axou vers 20h au Burger King pour me restaurer, mais aussi pour me réchauffer un peu. La pluie et la tombée de la nuit ont rendu le voyage un petit peu plus inconfortable. Cet arrêt au chaud m'a bien requinqué tout de même. Après une charge de nouveau à 80%, j'ai pu repartir pour arriver à la maison vers 22h20. À aucun moment sur ce voyage, je n'ai eu de stress sur l'autonomie ou sur la capacité de recharge. J'étais fatigué mais heureux de l'avoir fait et la moto s'est parfaitement comportée, même si elle a pris cher. Au final, j'ai parcouru un peu plus de 1000 km sur 2 jours avec une machine qui n'a que 180 km d'autonomie dans des conditions idéales. La préparation d'un tel voyage est essentielle pour que cela se passe bien, et ce à 2 niveaux. Premièrement, cela permet de bien préparer sa route et de programmer plusieurs options de recharge. C'est aussi un bon moyen de choisir des lieux de charge en fonction des services que vous souhaitez ou de vos impératifs, comme des enfants ou un animal. Choisir une borne de recharge avec des toilettes ou des services est sympa et permet d'anticiper un bon voyage. Le second avantage, c'est d'avoir une bonne notion de l'offre de recharge autour de votre trajet. Lorsque les conditions changent ou que vos prévisions s'avèrent erronées, comme cela m'est arrivé, vous savez à peu près où chercher une solution de remplacement. En plus, cela vous permet de gagner du temps si vous vous rendez compte que vous avez été trop frileux par rapport à vos prévisions. D'un point de vue trajet, tout s'est parfaitement déroulé et les recharges également. Le maillage et la fiabilité des bornes CCS a fait le reste. D'un point de vue financier, l'ensemble de mes recharges m'a coûté 24,45 € pour 62 kWh. Le coût total moyen au kilowattheure est donc de 40 centimes. En prenant l'exemple de ma dernière moto thermique, une Cagiva Raptor 1000 à injection qui consommait 6 litres au 100 en moyenne. L'économie est de près de 90 € sur ce trajet. Ceci en tenant compte de mes 2 recharges domestiques à la maison et à l'étape chez Mathieu. Tous ces résultats sont transposables à une voiture à petite autonomie, équipée du CCS, en prenant en compte la différence de consommation pour le coût final, bien entendu. On le voit, voyager avec une telle machine n'est certes pas aussi simple qu'avec une Tesla ou une thermique, mais c'est possible. Et prendre son temps n'est pas désagréable. Certains me diront que ma seule expérience ne suffit pas à valider cette possibilité. Mais je n'étais pas le seul à venir de loin. On a Loïc. Loïc Monchalin. Salut, ça va? Voilà, donc mon petit Loïc. Alors, t'as fait combien de kilomètres pour venir? 450. Bon. Impeccable. 3 recharges. Alex Aymin est venu de Nantua avec une 0S équivalent 125, soit 480 km. La leçon que je tire de ce voyage, c'est qu'il faut ralentir parfois pour souffler, et en prenant son temps pour voyager, eh bien, c'est sacrément agréable. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.